On est de retour dans la grande édition de TV7 et il est l'heure maintenant de notre grand débat pour analyser et décrypter les sujets qui vous préoccupent. Et ce soir, évidemment, on parle du vote de confiance. La chute de François Bayrou est imminente. Le Premier ministre n'obtiendra certainement pas la confiance des députés. Un vote qu'il avait sollicité pour défendre son plan d'économie de 44 milliards d'euros. Une démission qui annonce de nouvelles zones de turbulence. Pour en parler ce soir, j'accueille 3 invités. Pascal Lavergne, président du groupe Renaissance en Gironde. Stéphane Delpera à ma gauche, bonjour. Maire d'hiver gauche de Saint-Médard-en-Jalles. Et également Stéphanie Lacaze, journaliste sud-ouest spécialisée sur les questions d'économie. Bonsoir à tous, Bonsoir. Merci beaucoup. Et d'abord, on va tout de suite prendre la direction de l'Assemblée nationale avec notre envoyé spécial Jefferson Desports. Jeff, où est-ce qu'on en est à quelques minutes peut-être de ce vote de confiance, de l'issue de ce vote de confiance ? Oui, on est presque à la fin, Johan, puisque le scrutin sera clos à 18h50. Donc à 18h50 et quelques secondes, nous aurons le verdict de ce résultat, mais il ne fait déjà aucun doute. François Bayrou était le dernier à prendre la parole tout à l'heure après les explications de vote. Il a pris soin de remercier l'Assemblée nationale. Il a surtout pris soin de remercier les membres de son gouvernement. Tout ça avait les airs d'un au revoir. Et si le Premier ministre est très content d'avoir fait un moment de vérité, ce sont ses mots. En revanche, les des ministres, elles, étaient autrement plus graves parce qu'ils ont tous compris que leur destin n'était plus entre leurs mains. Maintenant, voilà, résultat des courses dans quelques minutes, Johan. Alors, François Bayrou il a décidé lui-même de lier le sort de son gouvernement sur la question de ce budget 2026, de ce plan d'économie de 44 milliards d'euros. On a du mal toujours à comprendre pourquoi il a fait ce pari. Est-ce que vous avez une explication peut-être C'est difficile en effet parce que ça paraît un peu irrationnel après une dissolution qui est apparue tout à fait irrationnelle également. François Bayrou n'a pas, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, consacré l'été à essayer de trouver des majorités ou tout le moins des compromis. Et j'ai l'impression que c'est plus une démission auquel nous assistons. C'est-à-dire que François Bayrou rêve depuis très longtemps de se présenter à l'élection présidentielle. Je crois que c'est un secret pour personne et sûrement pas dans le Sud-Ouest. On le connaît bien. Et donc, je crois qu'il a pris cette occasion pour partir et expliquer ensuite que si nous restions dans des difficultés, ce serait la faute des autres. Je ne crois pas que ce soit à la hauteur de la mission du Premier ministre, d'un Premier ministre quel qu'il soit. Et je crois que même au sein de son camp, cette décision a suscité quelques remous. Moi, je ne suis pas évidemment d'accord avec ça. Je ne suis pas dans la tête de François Bayrou, évidemment, pour savoir pour quelles raisons il a sollicité ce vote de confiance, qui m'a surpris, moi aussi, bien évidemment. Après, il y a des questions techniques derrière. Il faut que le budget il soit adopté avant le 31 décembre. On sait que l'année dernière, ça a été bien après. Et je crois que François Bayrou sentait sans doute venir également une motion de censure. Et peut-être la raison technique pour laquelle il a voulu faire ce vote de confiance, en mettant les députés devant leurs propres responsabilités, à savoir si oui ou non ils reconnaissaient un endettement pharaonique. François Bayrou l'a rappelé tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale, 3 415 milliards à l'heure où il prononçait le discours. Donc c'est un montant vraiment important. Ce que je trouve assez bizarre, monsieur le maire Saint-Médard-en-Jalles, Stéphane Delpera, c'est que finalement votre camp politique répond à l'irrationnel que vous reprochez par l'irrationnel, en finalement précipitant encore plus vite la chute de ce gouvernement, alors qu'il suffisait de s'accorder sur le fait de la reconnaissance de ce montant pharaonique de la dette. Alors, reprocher effectivement une décision irrationnelle au président de la République, certes, mais à un moment donné, il faut peut-être, plutôt que de dire ce sont des décisions irrationnelles, ne pas rajouter de l'irrationnel à l'irrationnel en ne votant pas la confiance à ce gouvernement et en ne vous asseyant pas autour de la table en tant que parti ou ex-parti de gouvernement, je ne sais pas, parce que finalement vous avez été à un moment donné plus mélanchoniste que socialiste, donc il faudra peut-être clarifier également les choses. Jamais, mais vous rajoutez finalement de l'irrationnel à l'irrationnel, donc pas de leçon, s'il vous plaît, à recevoir sur l'irrationalité des décisions. En tout cas, la dette, c'est la vôtre, monsieur. Vous parlez de la dette. Quand François Hollande quitte l'Élysée en 2017, le déficit de la France, il est en dessous de 3%. Non. Donc c'est facile de donner des leçons après avoir creusé une dette aussi énorme, mais la réalité, c'est que vous avez fait un
pari de baisse d'impôts depuis l'élection d'Emmanuel Macron, notamment en direction des entreprises et des plus fortunés, en pensant que tout ça allait amener de la croissance. Le résultat, c'est que la croissance n'est pas venue et par contre, on a creusé les déficits. Alors, je reconnais qu'une partie de la dette, il faudrait regarder ça d'ailleurs parce qu'elle est détenue par la BCE, est liée au Covid. Donc ça, je pense que tout le monde aurait compris et accepté qu'il faille agir à ce moment-là. En revanche, les décisions fiscales qui ont été prises depuis 2020, elles sont contre-productives. Elles n'ont amené aucune croissance supplémentaire. Et donc aujourd'hui, on a le résultat de cette politique. Alors c'est facile d'en accuser l'opposition, mais la réalité, c'est que depuis la dissolution manquée, M. Macron n'a pas tenu compte de l'expression des Françaises et des Français, qui était pourtant très claire pour changer de politique. Et depuis, il s'y refuse. Donc M. Bayrou, comme M. Barnier, poursuit la politique d'Emmanuel Macron. À quoi bon un troisième Premier ministre pour faire la même chose qui a déjà échoué 2 fois? Donc nous, on n'est pas dans l'irresponsabilité. Ce n'est pas nous qui avons déclenché ce vote de confiance. On ne peut pas voter la confiance à un gouvernement qui a de tels résultats. Oui, alors ce qui est assez rigolo, on propose un plan alternatif qui est dans les clous d'ailleurs de ce que demande la Commission européenne, parce que personne ne comprend d'où sortent ces 44 milliards. La Commission européenne en demande 27 à la France. Avant de parler de la situation politique, il faut d'abord parler de cet enjeu finalement très important, c'est la question budgétaire. Ce plan d'économie de 44 milliards d'euros, Stéphanie Lecazes, est-ce que François Bayrou s'y est mal pris, il a manqué de pédagogie pour vraiment l'expliquer aux Français ? Je pense que déjà, il a manqué de pédagogie et puis il a de toute façon crispé de suite le débat avec sa mesure des 2 jours fériés qui n'a convaincu personne, évidemment pas les salariés et même pas les chefs d'entreprise en fait, puisque toutes les petites entreprises, les PME ont dit que ce serait très compliqué à mettre en place. Donc voilà, il y a vraiment cette mesure qui n'était pas du tout une bonne idée. Et puis après, sur le reste, effectivement, dans ce qu'il présente, on fait payer les plus modestes, les salariés à qui on demande ça, alors que, vous en avez parlé, M. Delpera, effectivement, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, il y a eu énormément d'efforts faits en faveur des entreprises. C'est une baisse de 110 milliards d'euros de charges par an en direction des entreprises. Alors, ça a permis de relancer, effectivement, l'économie, ça a eu des effets positifs. Mais aujourd'hui, est-ce que, il ne faudrait pas dire on rééquilibre un petit peu ? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent et c'était peut-être là qu'il fallait trouver un compromis entre les différentes mesures. Nous sommes la France, nous sommes dans l'Europe, nous sommes dans le monde. Effectivement, vous dites que nous avons baissé beaucoup les charges des entreprises. Certes, mais nous sommes également le pays qui a le plus de prélèvements obligatoires. Il ne faut pas oublier de le rappeler. Voilà, n'oublions pas de le rappeler. Mais dans un contexte où de plus en plus de gens se plaignent de la vie chère, est-ce que vous comprenez que beaucoup de Français reprochent au gouvernement de ne pas taxer les grandes fortunes, de ne pas taxer les grandes entreprises? Je comprends effectivement cela. Moi, j'avais fait partie d'ailleurs, et je crois que ça avait été remarqué, d'un groupe de 19 de députés au moment où j'étais sur les bancs de l'Assemblée, à avoir voté un amendement du député Mattei, qui était président du groupe Modem, à un moment donné, pour faire une taxation des super profits. Voilà, donc j'avais voté ça. Donc moi, à titre personnel, effectivement, je n'ai rien à me reprocher. Ça n'avait pas été suivi des faits. Mais néanmoins, reconnaissez que la France est attractive en matière d'emploi, en matière d'industrie. Et sincèrement, moi j'ai voté le budget avec le budget sur la loi de programmation militaire. Vous êtes maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, qui est dans l'ouest métropolitain. Sincèrement, il y a des usines sur votre territoire. Il y a des gens qui habitent sur votre territoire qui sont bien contents, effectivement, des lois de programmation militaire que nous avons votées. En l'occurrence, les socialistes ne les avaient pas votées. Et pourtant, c'est extrêmement pourvoyeur d'emploi aujourd'hui sur le secteur de Mérignac, sur le secteur de Saint-Médard-en-Jalles et sur le secteur du Haillan. Oui, mais d'ailleurs, nous, on est tout à fait favorable dans le contexte géopolitique que nous connaissons à un effort en la matière. On est très heureux d'accueillir Dassault, Ariane Group, Safran, Thales et bien d'autres. Donc le sujet, c'est, vous l'avez évoqué, l'économie, elle marche sur 2 jambes, l'offre et la demande. On n'insiste que sur l'offre depuis 2014-2020, parce que même François Hollande, avec le CICE, avait commencé en ce sens. Et on a vu récemment, il n'est pas socialiste et encore moins mélanchoniste, Michel-Édouard Leclerc,
parler de bon sens en disant mais le problème aujourd'hui, c'est que les Français n'ont plus les moyens de boucler leur fin de mois et leur caddie. On a un immense problème de pouvoir d'achat. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de croissance, parce que nous sommes en effet attractifs pour un certain nombre de grands groupes étrangers, mais en revanche, nos PME ont besoin que les Français consomment et leur permettent d'investir à nouveau. Aujourd'hui, l'économie, elle est en panne, parce que si nous avions une croissance de 3-4%, la question des déficits se poserait tout à fait différemment. Le vrai sujet, c'est que la baisse d'impôts sur les plus riches et les entreprises, on peut en discuter tant qu'on veut, mais aujourd'hui, il faut en sortir pour relancer la consommation, donc relancer l'investissement, parce que manifestement, et moi je suis pour l'accompagnement des entreprises, je m'en occupe à la métropole, mais accompagnons les entreprises sur de vrais projets d'investissement, sur de la création d'emplois, sur de l'aide à l'export, mais la baisse de charges tous azimuts, ça ne sert à rien. En quoi Leclerc à Saint-Médard ça sert à être compétitif dans une économie qui est une économie européenne et qui est une économie mondialisée. Et ça sert. Et excusez-moi, quand vous dites qu'il n'y a pas de croissance, nous avons une croissance plus forte que l'Allemagne. Non, c'est pas vrai. Juste pour recentrer le débat, Stéphanie Lacasse, cette crise politique, quel impact elle peut avoir sur la situation économique de la France qui est... Elle a un réel impact. Là, tous les chefs d'entreprise, tous les dirigeants que nous on rencontre au quotidien, ils sont exaspérés, il faut bien le dire. Là, il y a vraiment un sentiment de lassitude, parce que cette incertitude, cette instabilité, pour les entreprises, c'est complètement délétère. Les entreprises ont besoin de temps long pour se projeter, pour faire des investissements. Voilà, un investissement, ça se planifie sur 5 ans, sur 10 ans. Là, depuis la dissolution il y a 1 an, les chefs d'entreprise, ils ont l'impression que la situation est la même aujourd'hui. Ils sont dans une espèce de brouillard et ça ne va pas du tout. Et alors là, on parle en général, mais alors c'est encore plus problématique dans des secteurs pourtant stratégiques. On peut citer le secteur de l'énergie. Absolument. La feuille de PPE. Route, voilà, exactement. La programmation pluriannuelle de l'énergie. La feuille de route qui doit fixer le cap jusqu'en 2050, elle devait être présentée à la fin de l'été, on l'attend toujours. Et pour les programmer, pour tout vous dire, là, on ne sait pas si on va vers une relance du nucléaire avec les EPR, etc., alors qu'on devait enfermer 12 réacteurs. Ou est-ce qu'on est investi sur les énergies renouvelables ? Enfin, c'est des choix stratégiques qu'il faut trancher pour des longues années. Et là, donc, vraiment, il y a une attente forte des secteurs économiques à ce point de vue-là. Mais là, il y avait une vraie action à mener au niveau européen. Par exemple, l'Espagne et le Portugal, à sa façon, l'ont fait. Le coût de l'énergie a beaucoup pesé dans la difficulté qu'ont rencontré les entreprises. Moi, je suis favorable à une politique de compétitivité, mais il y a plusieurs leviers. Il n'y a pas que le coût du travail. Et en effet, l'énergie, du fait de règles européennes honnêtement assez absconses, qui font qu'on calcule le kilowattheure sur le prix de la dernière usine de charbon qui va se mettre en route, est absurde dans un pays où l'essentiel de l'électricité est fourni par le nucléaire. Donc il y a des pistes pour aider les entreprises, mais je le redis, les aides massives, non ciblées, je précise, parce que vous avez raison, on est en concurrence au niveau international, mais vous avez 70% du PIB français qui est constitué de nos commerces de proximité, restaurants, de nos petites entreprises qui, elles, travaillent sur un marché national. Donc c'est là qu'il faut faire porter l'effort et continuer à accompagner les entreprises au niveau international, à condition qu'elles ramènent leur chiffre d'affaires en France et qu'elles ne le déclarent pas, par exemple, au Luxembourg, ce qui est un problème. Sur l'aspect politique, j'avance parce qu'on est déjà à la moitié du débat. La chute de François Bayrou, elle est quasiment actée. Se pose déjà la question de l'après. Quel scénario vous envisagez pour la suite ? Une démission d'Emmanuel Macron semble exclue. Celle d'une dissolution pareille. Vers quoi on va se diriger ? Moi, sincèrement, sur votre plateau, je ne me risquerai pas à beaucoup de commentaires. La dernière fois que j'ai eu à commenter une décision comme ça, j'apprenais ici, sur ce plateau, la dissolution de l'Assemblée nationale en direct qui me concernait. Donc, sincèrement, non, je crois qu'on ne connaît pas du tout les scénarios. Pour ce que j'en sais, effectivement, le scénario de la dissolution est un scénario, c'est pas le scénario premier, en tout cas, qu'étudie Emmanuel Macron. Je crois qu'il est toujours sur le même schéma. En fait, c'est de mettre les députés autour de la table, les députés qui viennent de partis de gouvernement, donc les députés du centre, les députés LR et les députés socialistes autour de la table pour pouvoir faire un gouvernement de consensus et avoir une majorité qui soit, une majorité, en tout cas, un groupe de députés qui soit en capacité de permettre une stabilité à ce pays jusqu'en 2027. Enfin, à un moment donné, nous avons fait un front républicain pour pouvoir repousser
c'était le Rassemblement national. Et aujourd'hui, les socialistes s'allient au Rassemblement national pour pouvoir faire tomber un gouvernement purement républicain. Mais qu'attendent-ils plutôt que que rallonger leur période de vacances? Qu'attendent-ils pour se mettre au travail pour que enfin la France puisse avoir un budget avant le 31 décembre pour permettre aux entreprises d'avoir une lisibilité, pour permettre par exemple aux agriculteurs d'avoir également une lisibilité sur ce qu'ils vont pouvoir faire au travers de la loi Duplon qui vient d'être promulguée mais dont les décrets d'application ne sont pas encore tous pris. Donc tout ça, ça met en stand-by un certain nombre de choses. On sait que la programmation pluriannuelle de l'énergie pose également problème. Il y avait eu une levée du bouclier et nous étions d'accord sur le sujet quand le Rassemblement national avait voté un amendement qui venait d'ailleurs d'un député LR qui finalement après a voté contre son propre amendement pour pouvoir faire un moratoire sur les énergies renouvelables. Je crois que vous êtes favorable aux énergies renouvelables et aujourd'hui vous alliez vos voix à celles du Rassemblement national qui va effectivement retarder l'arrivée des énergies renouvelables sur notre territoire dont on a grandement besoin. Non, moi j'allie mes voix à personne. D'abord, je ne suis pas député et il s'agit d'un vote de confiance. Il ne s'agit pas de construire une coalition. Nous, on demande si on a confiance. Or, le problème, c'est que depuis cette dissolution, je pense que la Ve République a tellement imprégné les esprits des uns et des autres, le gouvernement continue de faire comme s'il était en régime présidentiel avec une majorité à l'Assemblée nationale et nous dit c'est ma politique ou rien. Et donc ça ne peut pas marcher. Regardez ce qui se passe en Allemagne, en Espagne, partout. On discute. Donc la dernière fois, nous avions dans l'esprit de responsabilité que vous avez évoqué, et d'ailleurs on s'est beaucoup fait critiquer par un certain nombre de nos amis de Nouveau Front Populaire, mais choisi de ne pas censurer François Bayrou pour qu'en effet on ait un budget. Il y avait deux conditions dedans, c'était revenir sur la réforme Borne des retraites d'une part, et d'autre part instaurer un impôt sur les grandes fortunes pour répartir l'effort. François Bayrou n'a respecté ni l'un ni l'autre. À partir de là, comment voulez-vous que nous puissions travailler en confiance? Donc maintenant, tout ce que nous disons, sans chercher à savoir ce que fera le président de la République, c'est bien difficile à dire, c'est proposer un projet, un budget alternatif, c'est ce que nous avons fait avec un plan d'économie qui représente ce que demande la Commission européenne, ni plus ni moins, un plan de relance pour nos entreprises, parce qu'il y a besoin de relancer l'investissement, et dans le domaine de l'énergie notamment. Et puis des mesures de pouvoir d'achat, parce que les Français n'en peuvent plus. Le prix du logement a explosé depuis une vingtaine d'années. Les salaires n'ont pas suivi. Aujourd'hui, il y a une grande majorité de nos concitoyens qui sont dans la difficulté. Le taux de pauvreté est aujourd'hui a atteint des niveaux records. Et donc il faut, encore une fois, offre et demande. Il ne faut pas abandonner toute politique de l'offre, mais il est temps de redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Je crois que ce qu'ils attendent, et les résultats du Rassemblement national, je crois qu'il ne faut pas chercher très très loin. Cette difficulté de pouvoir d'achat, elle est énorme. Il fallait dans les années 70, 10 ans à un Français pour doubler son salaire. Aujourd'hui, en 2024, il faut 80 ans. Voilà le cœur de la crise. Il ne faut pas le chercher beaucoup. Oui, on était à cette période-là dans une période extrêmement inflationniste, avec une inflation à 15-20%. Oui, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'on a donné un peu de pouvoir d'achat aux Français en supprimant la redevance télévision, en supprimant la taxe d'habitation. Mais oui, mais enfin, les gens l'ont oublié. Mais à un moment donné, ces choses-là, ils ne les payent plus. Et là, c'était le moment de payer sa taxe d'habitation. Eh bien, aujourd'hui, ils n'ont plus à la payer. Et oui, c'est quand même. On oublie de le dire. Mais puisqu'on parlait compétitivité industrie, puisque vous êtes une spécialiste de l'économie, je me permets de dire quelque chose que c'est important, y compris mon parti, je pense, se trompe là-dessus. On a voulu faire des baisses massives de cotisations au niveau du SMIC. Le problème, c'est qu'on touche les services, on touche les services non qualifiés en plus. Mais par contre, l'industrie qui, elle, a en moyenne 2,3 fois le SMIC en moyenne salariale, eux, ils ne sont pas concernés par les baisses de charges. Or, ce sont eux qui sont en compétition au niveau international. Donc, ce qu'on demande, ce n'est pas d'abandonner toute politique de l'offre, c'est de la mettre là où on en a besoin. Encore une fois, le coiffeur qui est en bas de chez moi, en quoi une baisse de cotisation sociale, ça va l'aider en quoi que ce soit. Enfin, c'est pas sérieux. Ou même Leclerc à Saint-Médard, que je salue, mais je veux dire, on va pas aller en Chine se faire couper les cheveux, ni faire ses courses. Donc tout ça n'est pas sérieux. Par contre, il y a des entreprises de l'automobile, de l'aéronautique qui, en effet, elles sont en compétition internationale. Et c'est là qu'il faut aider. C'est pas sur les services à la personne où massivement on a fait des baisses de charges. Mais pourquoi faire? Pour creuser des déficits à la fois de la protection sociale et de l'État, puisque d'une certaine façon, il compense auprès du régime général. C'est de ça dont il faut sortir.
Stéphanie Lacaze. Oui, enfin, ces baisses-là sur les entreprises, elles existent quand même. Mais nous, simplement, moi, de vous entendre, bon, on sent que ça va être compliqué de vous mettre d'accord. De ce qu'on disait avant de cette attente du monde économique, est-ce qu'à un moment, là, tout le monde en appelle à la responsabilité? Est-ce que ce ne serait pas de la responsabilité des dirigeants politiques de dire, bon, ben là, on s'entend sur une coalition, comme le font d'autres pays européens, et on essaye de construire quelque chose en commun? Enfin, voilà, ce qui paraît invraisemblable dans notre pays, ce qui ne s'est pas fait depuis un an, depuis la dissolution, mais est-ce qu'à un moment... Pour moi, il n'y a aucun doute que c'est vers ça qu'il faut aller. Et je m'étonne effectivement qu'il y ait des voix dissonantes à gauche par rapport à ça. Et j'ai vu une interview de Carole Delga cette semaine ou la semaine dernière qui disait pourquoi ce que nous faisons à l'échelle locale, nous ne pouvons pas le faire à l'échelle gouvernementale, à l'échelle nationale. J'appelle ça de mes voeux, effectivement, de travailler avec les socialistes et avec les LR pour pouvoir faire une coalition. Mais excusez-moi, mais qui aujourd'hui pose des conditions? Est-ce que c'est le centre qui a posé des conditions? Est-ce que vous avez entendu à un moment donné le président de Renaissance, Gabriel Attal, poser des conditions aux LR ou poser des conditions aux socialistes pour pouvoir travailler? Non, ceux qui posent des conditions, ce sont les autres. Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde et de préférence avec la droite et avec la gauche. Donc maintenant, est-ce que les socialistes sont capables de faire ça? Nous sommes prêts et nous n'avons jamais posé de conditions. Nous sommes là pour travailler et nous souhaitons qu'un budget soit voté avant le 31 décembre et que les députés se mettent enfin au travail plutôt que de se voter, comme ils viennent de le faire, une semaine de plus de congé parce que finalement, aujourd'hui, tous les travaux, après ce vote-là, puisqu'il n'y aura plus de gouvernement, l'Assemblée qui vient de reprendre aujourd'hui ne pourra plus fonctionner. Mais le prochain Premier ministre, comment il va faire pour coordonner toutes ces décisions, ces programmes contraires entre les lignes rouges du RN, c'est-à-dire notamment pas augmenter les impôts pour les plus pauvres, le PS, on en a parlé, ne pas renier aussi l'héritage politique et fiscal de Renaissance. Comment on fait pour marier tout ça? Non, mais la responsabilité, c'est extraordinaire. Nous, on n'a rien demandé. Je veux dire, c'est M. Bayrou qui a décidé tout seul, d'un seul coup, de demander un vote de confiance en sachant très bien ce qu'il allait... Oui, mais enfin, en 2022, vous réclamiez le vote de confiance on a pris un engagement à Elisabeth Borne, clair. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas l'avoir. On a pris un engagement très clair et qui change tout. Encore une fois, on se trompe de méthode depuis la dissolution. On sait tous qu'il n'y a pas de majorité, que personne n'a de majorité. Pas plus le bloc central que la gauche, que le Rassemblement national. Mais on l'a toujours reconnu. C'est pourquoi, avec la méthode que nous proposons, c'est de ne pas utiliser le 49.3. Ça, c'est un engagement fort. Pourquoi? Parce que ça oblige à trouver des compromis à l'Assemblée. C'est très facile de parler de compromis et de sortir des 49.3 tous les matins, chaque fois qu'il y a un texte important. Nous, on prend l'engagement de ne pas utiliser le 49.3, ce qui fait qu'on parlementarise le débat. Le sujet n'est plus le gouvernement, le sujet c'est d'obliger l'Assemblée à ce que les uns et les autres trouvent des accords. Et je pense que très franchement, ce qu'on propose, c'est-à-dire une répartition de l'effort, on ne dit pas la dette, ça n'existe pas. On dit revenons à ce que nous demande la Commission européenne pour revenir dans les 3% de déficit. C'est aussi pour ne pas casser la croissance, parce que si on y va trop fort d'un seul coup, on va casser la croissance et on n'aura pas les recettes attendues. Et c'est de ne pas utiliser le 49.3, ce qui permettra en effet de discuter avec l'ensemble des groupes qui le souhaitent pour trouver des textes plus équilibrés. Ce qui est complètement illusoire de dire qu'on n'utilisera pas le 49.3, quand bien même ça serait une coalition qui aille des LR aux socialistes en passant par le centre, parce que vous savez très bien qu'il y a le RN et la France Insoumise qui sont aux aguets et qui, à chaque fois, évidemment, censureront ou pourront avoir des procédures de censure automatique sans dépôt de 49.3. Oui, mais ça, c'est leur problème. Nous, on verra texte par texte quelle est la majorité. On nous dit, par exemple, que le RN ou LFI ou même le Bloc central ne voterait pas la taxe Zuckman. Elle a déjà été adoptée à l'Assemblée nationale. Vous voyez, demain, des députés qui l'avaient votée nous diront on ne la votera pas. Bon, si on prend des mesures en faveur du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, je suis sûr que même au sein du bloc central, nous on propose de moduler la CSG pour qu'un ménage modeste, une femme seule avec enfant, par exemple, qui gagne 1 000 euros par mois, gagne 900 euros de pouvoir d'achat par an. Vous voyez des députés nous dire non. Donc en effet, il n'y a pas de majorité. Il faut arrêter d'essayer de trouver une majorité. Maintenant, il faut y aller texte par texte et que chacun prenne ses responsabilités. Je pense que les uns et les autres, vous l'avez dit dans les régions, dans les métropoles et ailleurs, on est assez intelligent quand il y a un certain nombre de dossiers à traiter pour le faire. Je crois que c'est la bonne méthode. Mais tant qu'on ne renonce pas au 49.3, en fait, ceux qui pensent être majoritaires, en tout cas relativement, attendent le 49.3 pour écarter tout ce que demandent les autres. Et nous en sommes revenus à cette situation catastrophique de ce fait aujourd'hui. Eh bien, ce sera la conclusion de ce débat puisqu'on arrive au terme du
du chrono. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à votre fidélité. Merci à vous, pour votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo. Ensuite, ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. Puis à 19h45, vous retrouvez Xavier Sauta et Mathieu Doumange pour Vino Veritas, l'émission consacrée à l'actualité du vin. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.